Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture de ce mois de décembre 2021 qui, comme je l'avais prévu, risque d'arriver avec un petit peu de retard quand même, mais ça a été un mois plutôt chargé, voilà, autant au niveau de la librairie qu'au niveau personnel. J'espère en tout cas que je vous aurai pas fait attendre trop longtemps et que cette vidéo vous plaira, et sans plus tarder je vous propose de découvrir les lectures qui m'ont accompagnée pendant ce mois plutôt lourd et intense en émotions. Vous me suivez? J'ai commencé mon mois de décembre 2021 avec un livre inclassable, c'est entre la fiction et l'essai, et il s'agit de H24, 24 heures dans la vie d'une femme, de plusieurs autrices, parce que c'est répertorié comme étant une œuvre de Lola Lafont, mais il y a vraiment beaucoup plus d'autrices derrière, et qui viennent d'un peu partout dans le monde, qui vont parler tout simplement de la vie de plusieurs femmes, morcelées en fait en fonction des heures, avec différentes actions qui se passent, et notamment différentes violences subies par les femmes au quotidien. Et c'est ni plus ni moins que la volonté du livre que de retracer un peu le parcours quotidien d'une femme avec toutes les violences auxquelles elle peut être confrontée, que ce soit des violences un peu, on va dire, banalisées, et des violences qui peuvent être de l'ordre pas du plus rare parce que c'est vraiment ça, mais de l'ordre du plus exceptionnel mais pas moins violent. Pour moi ça a été une superbe lecture, déjà parce que je trouvais que l'idée était super sympa, ça permet à tout le monde de se rendre compte qu'en fait le quotidien d'une femme est vraiment ballotté que par les violences. Ça peut vraiment être, comme je disais, des violences qui sont banalisées, où on s'en rend même plus compte au final, quand par exemple dans la rue on se fait siffler, etc. et qu'il y a une sorte de pression en fait dès lors qu'on quitte la maison. Ça va être plein de petits épisodes comme ça, et ça a été d'ailleurs adapté en série par Arte. C'est un projet entre donc ces autrices et Arte, et on sent également le côté très audiovisuel, c'est très factuel, et en même temps il y a une ambiance. C'est une écriture qui est accessible. Souvent vous le retrouverez très certainement au niveau des essais, mais ça reste accessible parce que justement c'est un style très scénaristique où on va plutôt faire l'essentiel. C'est plusieurs plumes, donc il y a de fortes chances que vous trouviez au moins une autrice dont le style vous corresponde plus qu'une autre. Et puis voilà, ça permet vraiment de lancer un débat, de sensibiliser en même temps, et de montrer plusieurs facettes du quotidien, montrer plusieurs femmes, plusieurs parcours, également l'engagement de plusieurs autrices. Pourquoi pas découvrir des autrices en même temps qu'on feuillette et qu'on se dit cette plume me correspond bien, j'aime bien la façon qu'elle a de mettre en mots une violence que j'ai pu subir, etc. etc. C'est vraiment, je pense, une petite perle qui, pour le coup, est facilement abordable. Peut-être petit disclaimer pour les lecteurs qui sont un peu sensibles, il y a certains sujets qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Je préfère prévenir, et voilà, ça n'empêche pas que le texte est super beau, enfin que les textes sont super beaux, que y a vraiment un engagement derrière, que c'est un superbe ouvrage avec un engagement derrière, et voilà, c'était une superbe lecture. Par la suite, j'ai lu L'étrange disparition d'Esmé ou d'Aimée Lennox de Maggie O'Farrell. Alors c'était un livre qui traînait depuis un moment, pareil, dans ma pile à lire. On va suivre Iris qui vit, je crois, du côté de Londres, enfin en tout cas en Angleterre. Elle a son petit quotidien, son travail, ses tracas, bref, elle mène sa petite vie de son côté, jusqu'au jour où elle va tomber sur une lettre envoyée par un asile psychiatrique, et qui lui demande de se rendre là-bas, donc en Écosse, parce que l'institut en question en fait va fermer tout simplement, et il y a des pensionnaires encore dedans qui n'ont pas été entre guillemets récupérés par la famille. Et il se trouve que Iris a justement une grande tante qui se trouve dans cet institut et dont elle ne connaît absolument pas l'existence. Il s'agit de la sœur de sa grand-mère, mais sa grand-mère a toujours tué l'existence de cette supposée sœur, elle en a jamais parlé, elle a toujours insisté sur le fait qu'elle était fille unique, et c'est vraiment une grosse question de savoir qu'est-ce qui entoure, enfin le mystère qui entoure cette Aimée qui a été complètement effacée en fait de toute sa famille, qui a été passée sous silence, ainsi que l'histoire de sa famille par la même occasion, puisque ça va la pousser à apprendre de très lourds secrets qui datent des années 30, avec toutes les violences qui étaient faites, qu'ils sont toujours, mais qui étaient faites aux femmes à cette époque-là. C'est donc un roman qui va vraiment parler de la famille, des notions de secrets familiaux même, et des violences qui ont été faites aux femmes durant le XXe siècle. Ça va être très lourd en émotions, en rebondissements, enfin vraiment c'est une bonne claque, ça fait du bien, c'est vraiment le genre de roman très prenant où le style vous emporte, où vous pouvez pas le lâcher parce que vous voulez comprendre qui est cette Aimée, vous voulez comprendre comment Iris va réagir, comment ça
va bouleverser cette famille et son organisation même, puisqu'il faut savoir que Iris a une famille très particulière qui est organisée très spécifiquement. En même temps, on découvre nous en tant que lecteurs, en même temps que Iris, le passé de cette Aimée à travers des petits sauts temporels, et ça permet vraiment de se plonger dans deux temporalités différentes, d'approcher plus concrètement Aimée, et comment dire, d'être révoltée par l'injustice dont elle a été victime. C'est plus immersif et plus efficace à la voix, je trouve que c'est un bon parti pris de l'autrice. Et finalement ça reste quand même ancré dans une réalité, puisque comme je le disais, ça va dénoncer les violences dont les femmes ont été victimes à cette époque-là. C'est malheureusement un sujet qui... malheureusement et heureusement, c'est un sujet qui revient sur le tapis aujourd'hui avec de très nombreuses œuvres, mais si je vous les cite, vous risquez de comprendre et j'ai pas envie de vous spoiler. C'est une démarche qui est entreprise de plus en plus en ce moment et qui est nécessaire, je pense, pour rendre hommage à toutes ces femmes qui ont vécu ces injustices-là. Donc c'est un roman bienvenu, clairement, qui est efficace, qui propose une palette de personnages intéressants avec un récit réaliste, on a envie d'y croire. Et on sait que ça a pu exister. Le style est impeccable, on accroche du début à la fin, les pages se tournent très rapidement parce que c'est pas des chapitres hyper longs, et le fait qu'il y ait deux temporalités différentes, on accroche plus fermement aux personnages, on approche plus de leur intimité, de leurs pensées, et ça les rend plus sympathiques. Et finalement, c'est ni plus ni moins qu'un récit qui met un peu de baume au cœur, même si le sujet reste lourd. C'est un de ces romans qui... Quand vous le refermez, vous vous sentez bien, un peu en paix avec vous-même et plus alerte également sur le monde qui vous entoure et sur comment celui-ci a été créé, par quoi le monde que l'on connaît aujourd'hui est passé. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon roman et je vous le recommande vivement. J'ai enchaîné mon mois de décembre avec La Boîte Noire de Ito Shiori. Alors là, on est à nouveau sur de la non-fiction puisque il va être question du parcours de l'autrice elle-même qui, alors elle a fait des études pour devenir journaliste puisque actuellement elle est journaliste, et durant cette phase un peu d'études entre le Japon et l'Amérique, elle a fait la rencontre d'un homme très bien placé et on va dire un éminent personnage du monde journalistique, et il se trouve que cet homme a abusé d'elle à un moment donné, abusé de sa faiblesse et de sa, comment dire, pas naïveté, mais du fait qu'elle était totalement inexpérimentée dans le domaine pour vraiment abuser d'elle dans tous les sens du terme. Donc en utilisant cette expérience-là, elle va non seulement donc en parler, mais également apporter une réflexion plus large sur le rapport de la société japonaise avec le viol, tout simplement. C'est vraiment plus une pensée globale sur la société, sur son comportement vis-à-vis de ça, sur le comportement des institutions juridiques vis-à-vis de ces crimes-là qui sont malheureusement pas très très bien punis. Et donc oui, ça retrace ni plus ni moins que son combat pour changer un peu l'état des choses, pour changer la donne tout simplement. Comme elle est journaliste, il y a vraiment un style d'écriture très particulier qui fait que ça va. C'est pas forcément la lecture, je pense, la plus facile d'accès, mais pour autant, en fait, ça reste plutôt abordable. Elle va pas utiliser des termes trop compliqués, ou quand ça va être par exemple des thèmes en relation avec la culture japonaise, elle va chercher à l'expliquer. Elle va faire en sorte que ses lecteurs la suivent du début à la fin et suivent son combat du début à la fin, ses réflexions pareil du début à la fin. Et c'est, je pense, la meilleure chose à faire pour véhiculer le message qu'elle souhaite transmettre. C'est également marquant parce que, du fait déjà des événements, mais également du fait de sa force en fait à travers son combat. C'est-à-dire qu'elle va à de nombreuses reprises être confrontée à un mur de la part de la justice qui va pas chercher à pousser plus loin les investigations, ou même qui va tout simplement tout interrompre sous des prétextes divers et variés, mais voilà, elle va se retrouver à faire face à de nombreux obstacles, et pourtant à chaque fois elle va trouver le moyen d'utiliser cet obstacle comme une arme, de le retourner contre ceux qui ont mis cet obstacle justement. On va pas verser dans le pathos, c'est-à-dire qu'elle va pas non plus se concentrer que sur son viol, elle va en parler, ça c'est sûr, elle va parler de son rapport à cet homme et des nombreux messages qu'elle a pu échanger avec lui pour avoir réparation, mais en même temps on sent en fait, comme je disais, sa force en fait, elle verse pas dans les larmes, pas dans le dramatique, même si les événements en soi le sont. Voilà, c'est vraiment une lecture qui booste le moral, et à chaque fois en fait ce que j'ai beaucoup apprécié durant cette lecture, c'est sa capacité à faire un pont entre son expérience personnelle et une réflexion plus globale. J'ai trouvé qu'elle le menait vraiment de façon très très
très très bien menée, que les transitions entre les deux étaient bien amenées, bien construites, et on n'a pas cette impression de cassure entre elle et la société. C'est vraiment une continuité constante. C'est super agréable à lire, peut-être pas, mais voilà, comme je disais, en fait ça met du baume au cœur, ça motive, c'est simplement super encourageant de voir qu'une femme a réussi à changer la donne, à bousculer les codes de la société, à élever les consciences en fait autour d'elle tout simplement. Et d'ailleurs depuis, le livre a eu tellement d'impact que Ito Shiori a eu gain de cause auprès de l'homme qui l'a violée. Elle a eu réparation, en tout cas son viol a été reconnu au niveau juridique, donc c'est une bonne chose. Et en même temps, quand on lit le livre, on comprend mieux pourquoi, parce que vraiment c'est une lecture qui laisse pas indemne en fait. C'est tellement genre, on voit sa force et en même temps sa détermination. C'est vraiment ça qui transparaît à travers les pages. Et pour toutes ces raisons que j'ai pu vous dire, même de façon très brouillonne, je vous le recommande vivement. Alors après ça, j'ai voulu tenter un livre plus de fiction, retourner vers de la fiction et quelque chose d'un peu plus léger. Du coup, j'ai lu La fille aux mains magiques de Nnedi Okorafor et Zariel. Je suis désolée d'avance si je prononce très mal, comme d'habitude. C'est un peu particulier comme livre, vraiment. C'est pas qu'il est pas bien, il est génial, même j'ai trouvé que c'était super intéressant, mais il est très particulier dans le sens où c'est un peu un conte à destination d'un public où je saurais pas trop me situer en fait. Ça peut être compris par des enfants, mais j'ai surtout l'impression que c'est plus pour un public relativement adulte qu'autre chose. On va suivre du coup le personnage de Shidera. C'est une petite fille qui est pas forcément très bien vue par le reste de sa famille, par le reste de la société. Donc elle est un peu solitaire, elle est un peu recluse, jusqu'au jour où, en rentrant dans une sorte de jungle, de forêt, elle va faire la rencontre d'esprits qui vont lui donner un pouvoir très particulier. En fait, en lui tatouant un tatouage tout simplement, un dessin sur la main, elle va avoir la possibilité de développer un don, en fait, en lien donc avec le dessin et le tatouage. Et par la même occasion, ça va apporter pas mal de changements parce que son art va avoir de plus en plus d'importance, va être de plus en plus connu aussi bien dans son pays que dans le monde entier. Et de nombreuses personnes vont faire le déplacement pour la voir elle. Son don d'ailleurs est lié à un art, c'est l'art Ouli. Et donc les tatouages qui découlent de cet art en question. Ça a été une lecture qui était plutôt douce, agréable, entraînante parce que c'est des petits chapitres avec des illustrations qui sont d'ailleurs de toute beauté. Vraiment, elles sont magnifiques. Et elles rendent vraiment service à l'histoire puisque c'est lié au dessin et au tatouage et à l'art Ouli. Et oui, non, j'ai trouvé que c'était vachement bien dessiné. Ça plonge vraiment dans une ambiance très particulière, un peu, comment dire, j'aurais pas le mot. Enfin, c'est une ambiance très particulière qui est servie à merveille par un dessin tout aussi particulier mais efficace. C'est un livre qui est pas non plus hyper compliqué à lire. C'est, comme je disais, doux et en même temps c'est simple à lire, ça se lit rapidement. C'est vraiment un livre, je pense, à la fois pour découvrir donc cet art mais en même temps se détendre en fait. C'est pas prise de tête de fou. C'est accessible, c'est abordable. Et le personnage de Shidera, il est plutôt attachant parce que je pense qu'on a tous été un peu cet enfant solitaire ou en tout cas une grande partie a pu un peu se reconnaître dans ce personnage très solitaire au début qui va vraiment s'épanouir pleinement avec cet art et se rapprocher de sa famille parce que mine de rien sa famille est pas très riche et sa mère fabrique des petites statuettes en bois qui n'ont pas grand succès et le fait que Shidera puisse dessiner notamment sur ces petites statuettes, ça va vraiment porter un grand changement dans leur quotidien, ça va les rapprocher, ça va créer des liens qui vont être forts et durables et voilà, non, c'est super plaisant à lire, ça se lit rapidement et comme je disais, je pense vraiment que c'est un livre qui est plus à destination d'un public adulte, mais un enfant peut très bien le lire sans comprendre, je pense, peut-être tous les sous-entendus possibles, mais voilà, ça reste abordable pour tout le monde. Alors j'ai poursuivi mon livre avec encore de la fiction. Cette fois-ci je me suis attaquée à Circé de Madeline Miller, ou Madeline Miller, je ne sais pas comment on dit, où on va s'intéresser donc au personnage de Circé, vous l'aurez deviné tout simplement avec le titre, qui est donc la fille de Hélios, le dieu du soleil, qui est très particulière par rapport à ses frères et sœurs, elle est différente d'eux et elle est plus en retrait. Et donc elle va progressivement en fait être de plus en plus marginalisée, rejetée par ses proches, jusqu'à finir en fait complètement exilée sur une île, parce qu'elle a développé des pouvoirs très particuliers, comme ses frères et sœurs qui ont progressivement eux aussi développé ce talent de sorcier, mais elle aura fait des choix qui vont la conduire donc sur cette île où elle n'aura plus aucun contact avec personne en gros, et forcément en étant exilée toute seule sur cette île, elle va devoir apprendre à devenir indépendante, à être autosuffisante et progressivement en fait elle va se mettre à réfléchir sur sa condition, sur ses pouvoirs, à les développer, à apprendre et vraiment en fait à s'épanouir
pleinement sur cette île alors que de base c'était censé être une punition. Elle en fait une arme pour devenir vraiment indépendante et devenir une femme forte qui affirme ses choix, qui affirme son parcours de vie, ses pouvoirs et qui n'a pas peur de tout simplement réduire à l'état de cochon les hommes qui sont trop cupides, qui ont un mauvais regard vis-à-vis d'elle. Voilà, un personnage plutôt plaisant on va dire, qu'on retrouve pas forcément tout le temps dans la littérature et qui fait du bien au moral. Cette Circé va faire la rencontre de divers personnages issus de la mythologie. Donc déjà on a, comme je l'avais dit, Hélios, le dieu du soleil, mais on va également avoir Hermès, le dieu voyageur, et le dieu messager également. On va avoir des personnages comme Médée, comme Icare, comme plein d'autres. Là évidemment je n'en ai plus en tête, c'est vraiment le timing parfait, comme Ulysse tout simplement. Et en fait elle va croiser ces multiples personnages et en même temps se développer parallèlement à tout ça et mûrir. Voilà, c'est vraiment, je pense, une petite perle genre idéale qui se dévore littéralement parce que le style est efficace, c'est pas de trop gros chapitres et en même temps c'est savamment dosé au niveau de l'action et du mystère. On a envie à chaque fois d'entamer le prochain chapitre et c'est sans fin. Et puis en fait voir à chaque fois ces petites figures de la mythologie, des légendes populaires qui se croisent, qui interviennent dans l'histoire, en fait ça m'a vraiment permis de dynamiser ma lecture et de l'apprécier tout simplement, de voir comment Circé évolue en fonction de ses rencontres, comment elle les appréhende, oui, comment elle affirme ses choix tout simplement dans ce monde qui est très patriarcal comme le nôtre malheureusement. C'est un personnage qui est, enfin c'est une histoire en elle-même qui est super plaisante à lire, qui est motivante, avec un personnage que j'ai adoré du début à la fin, qui s'affirme, qui sait ce qu'elle veut concrètement dans la vie et qui n'hésite pas à se battre pour protéger ce qui compte pour elle. Et j'avoue qu'au début j'étais un peu surprise de voir autant de figures mythologiques intervenir. Moi je pensais vraiment qu'il y aurait que Ulysse, et voir autant de personnages genre Médée. Quand j'ai vu Médée, j'ai vraiment été trop contente. J'adore ce personnage qui est très mystérieux et en même temps pareil que Circé, sorcière, qui s'affirme, qui hésite pas à vraiment s'imposer dans un monde qui forcément essaye de la faire taire parce que c'est une femme. Et ouais, j'ai vraiment eu du mal à quitter Circé aux dernières pages parce que elle est hyper attachante. C'est vraiment, je pense, un livre un peu source d'inspiration au niveau du personnage féminin parce que comme pour toutes les raisons que j'ai pu énoncer jusque là, voilà, c'est vraiment un personnage qui marque, qui motive aussi bien je pense un lectorat féminin qu'un lectorat masculin d'ailleurs, ou un lectorat non binaire d'ailleurs. Et ce qui m'a aussi particulièrement plu dans cette lecture, c'est que on se contente pas d'une facette hyper lisse de Circé, parce que dans Ulysse, j'ai souvenir que c'était vraiment un personnage lambda, pas forcément ultra développé et qui est pas mis sur le même piédestal que Ulysse. Tandis que là, déjà on découvre une nouvelle facette d'Ulysse qui est beaucoup plus violente que celle qu'on peut avoir au quotidien. Et puis là, Circé est développée de façon plus réaliste, j'aurais même envie de dire plus violente, plus concrète, oui voilà, plus réaliste tout simplement. Elle est plus seulement cette figure un peu lisse et qui figure pâlement derrière le héros. Elle s'affirme vraiment, elle prend toute sa place, quitte à utiliser les armes ou les sorts en particulier et les potions. Bref, une très très bonne lecture et je vous invite vivement à le lire si vous le pouvez. J'ai poursuivi mon mois de décembre avec un livre jeunesse parce que j'avais envie de changer un petit peu. Je me suis tournée vers Une souris nommée Mika de Matt Haig. Alors ça va être très simple à résumer, c'est en lien avec un garçon nommé Noël du même auteur. Et là c'est un peu une sorte de spin-off sur le personnage d'une petite souris qui accompagne de base le héros et qui là est passionné de fromage. C'est une histoire de souris donc forcément en lien avec le fromage. Et elle a une amie qui est encore plus fan de fromage et qui lui dit non mais le meilleur fromage il est chez les ogres, faut aller le voler chez les ogres. Et en plus ils sont trop bêtes, ils verront pas. Sauf qu'évidemment ça va pas se passer comme prévu. Ça va entraîner pas mal d'aventures pour les deux compères et également peut-être une réflexion plus large sur la question du partage, du vol, de ce qui est autorisé ou pas. Voilà, l'air de rien, c'est un peu sympathique comme histoire et ça pas moralisateur forcément, mais il y a une petite morale quand même. Vraiment idéal je pense pour Noël. De toute façon c'est aussi pour l'occasion de Noël, mais c'est une lecture un peu simple, accessible, qui est accompagnée par de très jolis dessins également et puis non, très plaisant à lire.
ça détend, ça permet de changer un petit peu des sujets un peu lourds. Puis le fait qu'on voit ce que l'autre peut avoir, genre un peu je pense un cas pour des jeunes lecteurs qui se disent tiens mon voisin il a telle chose et moi je l'ai pas, j'aimerais bien l'avoir, est-ce que je lui vole ou pas. Donc je pense vraiment que c'est un livre qui est idéal pour des lecteurs entre 8-10 ans voire plus, selon le degré d'avancement, d'aisance au niveau de la lecture. Et pour la petite info, je pense vraiment que ça peut se lire indépendamment de Un garçon nommé Noël. C'est mieux je pense quand même de lire les deux, mais si vous n'avez pas lu Un garçon nommé Noël, vous pouvez quand même lire Une souris nommée Mika parce que c'est plutôt plaisant, ça se lit facilement et voilà. Et enfin j'ai terminé mon mois de décembre avec un gros pavé, un bon gros pavé. Ouais. Parce que j'étais en vacances et je me suis dit c'est le moment jamais, sinon je le lirai jamais. Alors ça va être une histoire qui va être hyper compliquée à résumer. On va évoluer dans un monde où il y a plein de créatures fantastiques, loups-garous, sorcières, faées, vampires, bref, tout le joli monde. Et on va suivre principalement Brice, ou Bryce, je ne sais pas comment on dit, qui est à la fois faée et en même temps humaine, parce que son papa est un faée, mais pas n'importe lequel, mais ça voilà. Et sa mère est une humaine qui a échappé à ce faé parce qu'il était trop violent. C'est une jeune femme qui au début du roman est un peu insouciante, c'est-à-dire qu'elle profite de la vie, des petits plaisirs de la vie, donc elle travaille parallèlement dans une boutique d'antiquités qui vend des objets magiques, mais en même temps elle n'hésite pas à faire la fête et elle a pour son plus grand bonheur une amie qui n'hésite pas à l'accompagner dans les fêtes et voilà, enfin même plusieurs amies, mais il y en a une où c'est vraiment le bonheur pur, elles s'entendent à merveille toutes les deux, c'est une relation très fusionnelle et voilà, elles enchaînent les fêtes et elles sont très réputées pour faire la fête justement, elles ont pas forcément une très bonne réputation toutes les deux, mais enfin. Sauf que très rapidement, Bryce va être confronté à un drame qui va tout bousculer, qui va tout changer, comme beaucoup de drames dans de nombreux romans et même dans la vie en général. Et on la retrouve 2 ans plus tard, donc avec pas mal de difficultés à digérer ce qui s'est passé il y a 2 ans. Elle travaille toujours dans cette boutique d'antiquités, sauf que le monde dans lequel elle se trouve a changé également du fait de cet événement qui a vraiment eu des répercussions sur le monde entier. Sauf que le meurtrier qui a réalisé le drame d'il y a 2 ans revient progressivement à la charge et les attaques se font de plus en plus nombreuses, de plus en plus rapprochées, ce qui va particulièrement agacer l'homme responsable du coin, qui est un archange, il me semble que c'est ça, un archange, et cet archange va charger Bryce et un ange déchu nommé Hunt de trouver qui est le meurtrier, et progressivement ils se rendent compte qu'il y a bien plus qu'un meurtre, il y a une question derrière de trafic, d'antiquité et même peut-être de drogue. Voilà, c'est beaucoup plus complet, plus large, le souci n'est pas forcément que lié au meurtre et voilà, c'est vraiment une sorte d'enquête avec des créatures fantastiques, avec une relation qui se noue entre Bryce et Hunt, avec tous les deux un passé qui est plutôt compliqué. Et en même temps on a accès plus largement à cette société qui est vraiment très complète, qui regroupe de très nombreuses créatures et on se demande comment tout ça peut cohabiter et peut s'organiser concrètement dans la vie quotidienne, mais c'est possible. En tout cas ils y arrivent. Et voilà, plus largement, enfin vous comprenez du coup l'épaisseur je pense du pavé, c'est que c'est pas qu'une enquête, il y a plus, il y a d'ailleurs vraiment un univers qui est superbement construit, complet, détaillé, bien pensé, ficelé du début à la fin, voilà. Est-ce qu'on peut dire que j'ai été convaincue par le livre? Oui, totalement. Vraiment, je pensais pas. J'avais un peu peur de m'ennuyer. Et au final, en fait, pareil que pour l'autre roman Circé que je vous avais présenté juste avant. L'action est suffisamment bien dosée pour qu'à chaque chapitre, t'aies envie de lire le suivant. L'écriture est pas inaccessible. Et même pour ceux qui se disent oh ça ressemble à de la bitlit, avec des créatures fantastiques et une romance. Certes, il y a une romance, mais vraiment, c'est un détail, c'est-à-dire que certes la relation entre Hunt et Bryce est présente, ils se lancent des pics, il y a une superbe répartie, j'ai vraiment kiffé du début à la fin parce que ça se lance des pics et c'est super drôle. Mais voilà, il y a vraiment un univers derrière qui est plus large, qui est bien construit avec des créatures différentes qu'on peut apprécier voire pas du tout. Et d'autres personnages qui sont super attachants, voilà, c'est un combo parfait. Vraiment, ça a été un gros coup de cœur de la fin de l'année. Et voilà, il y a du mystère, des secrets, des rebondissements parfois spectaculaires qu'on voit vraiment pas venir. Pour le coup, j'ai rien vu venir. Et ouais, non, vraiment, c'était un super moment à
à passer en compagnie de plein de personnages. Mais voilà, faut oser passer outre la taille du pavé, sachant que je crois qu'il y a un tome 2 qui va sortir il y a pendant pas longtemps, je crois février 2022. J'ai hâte qu'il soit traduit et je le lirai pendant mes prochaines vacances parce que voilà, c'est pas forcément un livre qu'on peut lire dans le quotidien quand on est très occupé et qu'on a un mémoire à rédiger. Bref, c'était une petite pépite, mais je vous invite vraiment à vous le procurer si vous le souhaitez, si vous le pouvez, parce qu'il est génial, il y a tout ce qu'il faut pour en faire un très bon livre. Et moi je vais vous laisser sur ces mots parce que je pense que déjà la vidéo va être un peu longue. J'ai déjà dû faire un choix dans les lectures de ce mois-ci parce qu'il y en a que je ne saurais pas vous présenter ou que j'ai pas envie de vous présenter tout simplement. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à laisser un like, un commentaire, à partager, tout ça. Je vais essayer de vous préparer un maximum de vidéos comme ça sortira au cas où j'arrive pas à sortir à temps mes vidéos parce que l'on se rapproche dangereusement du mémoire. Et en l'occurrence, j'aimerais bien lancer sur la chaîne pour cette année 2022 un nouveau format qui me permettrait de plus vous parler des mangas parce que j'en lis énormément mais j'arrive jamais trop à les caser durant mes points lecture. Du coup je pense vraiment que je vais faire un format dédié que pour les mangas qui normalement devrait être moins long à faire et donc qui permettrait de faire un peu une sorte de lien entre mes différents points lecture parce qu'une vidéo par mois je sais que c'est peut-être pas suffisant pour certains et certaines. Voilà, bref, c'était la petite info sur le fonctionnement de la chaîne et puis je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Je vois que le nombre d'abonnés augmente et ça me fait super plaisir. Pareil, je vois que les commentaires augmentent et voilà, j'aime trop avoir vos retours, j'essaie de vous répondre au maximum quand je peux. Voilà, tout simplement merci beaucoup puis je vous souhaite une très bonne année. J'espère que 2022 sera plein de surprises pour vous comme pour moi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!